les géographes, c'est un lac de moyenne altitude situé au centre de la Birmanie. Pour les tour operators, un point de passage obligé, et pour les 200 000 habitants qu'il fait vivre, un immense jardin flottant doublé d'un vivier à poissons. Bienvenue sur le lac Inle. Sur ses eaux, il y a 450 ans, les Inta, chassés par une guerre tribale, ont trouvé refuge pour y développer ensuite un mode de culture original. Un mélange de vases et d'algues lacustres leur a permis de tisser, au fil des siècles, un vaste réseau de tapis végétal où prospèrent chaque année les tomates les plus prisées du pays. Tan est l'un de ces modestes architectes dont le travail s'étale tout au long des saisons. Si la météo est clémente, il pourra réaliser 2 récoltes dans l'année. Mais ici, pas de machine. Tout se fait à la main, comme il y a 450 ans. Même geste, même matériel, même technique. Une fois qu'on a coupé l'herbe, on la recouvre de vase. Mais on ne peut pas planter si c'est trop sec. Ça doit rester humide en permanence, car les tomates doivent toujours pousser dans un sol gorgé d'eau. C'est simple, au début on recouvre les herbes de vase. Elles se mélangent à la boue puis elles repoussent. On remet ensuite une couche de vase et ainsi de suite. Normalement, au bout de 2 ans, la bande de terre est prête à être cultivée. Pas assez riche pour être propriétaire, Tan cultive, à quelques encablures de sa maison, 2 lopins qu'il loue à l'année. C'est sa seule source de revenus, d'où les soins attentifs qu'il porte aux légumes. Avant la période de la cueillette, il passera 8 à 10 heures chaque jour dans son jardin flottant pour étayer les rangs au rythme de la pousse. Avant de semer, je commence par faire une bande flottante de 6 pieds de large. Comme je vous le disais, je rajoute de la vase au-dessus et puis je plante les tomates. Après, il va falloir attendre. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, je suis obligé d'ajouter de l'engrais. Pour garder l'humidité, je recouvre tout ça avec des algues que l'on récupère au fond du lac. Après, au bout de 30 ou 40 jours, je commence à placer les étais en bambou. 10 jours plus tard, il faut que je rajoute à nouveau de l'engrais. Si tout va bien, je récolte 65 jours environ après avoir semé. Et là, je peux enfin vendre ma récolte aux grossistes. Dans ce paysage, engrais et pesticides témoignent pour l'instant des rares concessions à la modernité dans les pratiques culturales. Mais elles sont lourdes de conséquences car, au détriment de l'écosystème, les produits chimiques ne sont pas toujours utilisés correctement. Tan le sait, pour lui et sa famille, le lac nourricier est aussi devenu source d'inquiétude. À cause des pesticides que nous utilisons, le lac Inle est vraiment en train de changer. Maintenant, on ne peut même plus boire son eau. Lessive et toilettes se font toujours dans le lac, mais pour la cuisine, il lui faut maintenant aller chercher l'eau au point de collecte d'une source avoisinante
ou bien alors l'acheter en bouteille. Les effets de l'engrais et des pesticides suscitent l'inquiétude pour le lac, mais également chez les hommes qui travaillent généralement sans protection. Je sais que c'est dangereux pour moi, car j'utilise de nombreux produits chimiques. Ça pollue les eaux, mais aussi la terre. Moi, je pense que notre espérance de vie va chuter si on continue à cultiver comme ça. À ce rythme, on risque de ne pas dépasser 30 ou 40 ans. C'est dangereux, mais d'un autre côté, ça fait rentrer de l'argent. Et puis l'agriculture, c'est notre mode de vie traditionnel ici sur le lac. La fabrication des cigares dont s'acquittent les femmes du foyer ne représente qu'un apport complémentaire aux revenus générés par des tomates vendues un peu moins de 2 € le kilo. Alors, l'importation des engrais chinois n'est donc pas prête de s'arrêter. Les effets ne touchent pas simplement le village de Tan, mais bien tout le lac, comme ont pu le constater des militants écologistes. Les analyses qui ont été faites montrent que la plupart des eaux ne sont pas potables. Parfois, par exemple, on a relevé des traces d'arsenic. Dans certaines sources des environs, on a aussi décelé du plomb et du fer, au-delà des normes habituellement autorisées. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais ce qui est sûr, c'est que l'eau n'est plus comme autrefois, potable sur l'ensemble du lac. Tout ça, c'est à cause des produits chimiques. Alors il n'est donc pas vraiment recommandé de la boire. Vous savez, certains habitants sont déjà tombés malades. Parfois même, ils ont dû être hospitalisés. L'eau potable se raréfie et nous dépendons maintenant essentiellement des sources qui alimentent le lac. Et puis il y a aussi le poisson qui se raréfie. Certaines espèces ont d'ailleurs complètement disparu, notamment celles qui ne vivent que dans des eaux pures. La pêche, c'était traditionnellement le deuxième pilier économique du lac. Elle faisait vivre des milliers de familles. Pour agrémenter les plats, frais ou séchés, le poisson assurait ici, depuis des siècles, une base alimentaire vitale et des rentrées d'argent. Mais la ressource s'est amenuisée d'année en année. Koh Bio appartient au petit peuple des pêcheurs qui, comme de plus en plus de villageois, mènent une vie de paysans quand ils ne relèvent pas ses filets. Je me mets à la pêche dès que la saison des tomates est terminée. Je les plante en avril et je reprends ma barque aussitôt après la récolte. Maintenant, il faut dire que les tomates, ça rapporte bien plus que la vente des poissons. Pour vous donner un seul exemple, avec les tomates, je gagne des centaines de milliers de kyats, alors qu'avec la pêche, c'est seulement quelques milliers de kyats par an. C'est sûr que c'est de plus en plus dur d'attraper du poisson. Il y en avait beaucoup plus avant. Là, en ce moment, ça devient vraiment difficile pour nous. Mais c'est aussi parce qu'on est de plus en plus nombreux à poser des filets. Des expériences ont bien été menées pour créer des zones interdites à la pêche, mais sans grand succès jusqu'à présent, car les braconniers n'ont pas respecté ces sanctuaires censés assurer l'avenir des pêcheurs. Et puis, l'eau est sale. On voit de plus en plus de déchets flotter ici et là.
Le lac n'est évidemment pas devenu un cloaque, mais c'est vrai que les signes d'une détérioration de l'environnement sont désormais bien présents. Normal, quand on sait qu'il n'existe ici ni réseau d'assainissement, ni collecte d'ordures. Conscient du problème, dans un des villages les plus touristiques et donc des plus exposés du site, une poignée de jeunes a pris les choses en main. Là, 6 fois par mois, une petite armée de volontaires ramasse les poubelles. Et voilà maintenant 5 ans que les 490 habitants du village participent à cette initiative citoyenne qui pallie, avec de maigres moyens, mais beaucoup de bonne volonté, l'absence de services publics. L'idée, on la doit à Tintinyi, une enfant du pays devenue femme d'affaires. Elle possède aujourd'hui 2 hôtels sur le lac et s'est jurée de tout faire pour préserver ce joyau. Ce que j'essaie de mettre en place, c'est modeste, mais c'est quelque chose que l'on fait nous-mêmes et les villageois me suivent. Ils veulent absolument protéger leur lac. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui, comme nous, possèdent des lacs et des montagnes. Nous ne sommes pas les seuls. Alors, pourquoi tous ces gens viennent-ils chez nous sur le lac Inle? Eh bien, c'est parce qu'ils veulent aussi découvrir notre culture unique. Voilà pourquoi le lac est si précieux et pourquoi je m'inquiète pour lui. Donc, avec tous les INTA, j'ai encore besoin d'apprendre à mieux le protéger. Je veux préserver mon lac et sa culture si précieuse. C'est pour ça que j'ai créé ces brigades de volontaires qui collectent les ordures. D'ailleurs, il y a 7 ou 8 villages alentours qui nous ont copiés et qui ramassent maintenant leurs déchets. L'histoire est jolie, mais elle s'achève sur une note moins heureuse, puisqu'une fois collectées, les ordures sont jetées sur un îlot flottant qui tient lieu de décharge à ciel ouvert. Sur cette terre à l'abandon, les éboueurs volontaires n'ont pour l'instant d'autre solution que de mettre le feu aux déchets. Ici, l'élan des bonnes intentions se brise sur une autre réalité. Le manque de moyens pour acheter un incinérateur, mais aussi les carences du service public. Cela, en revanche, n'altère en rien la détermination des équipes. On s'est engagé dans cette initiative parce qu'il faut absolument préserver la propreté et la salubrité de notre village. Et puis ça renforce aussi la cohésion de notre communauté. On agit sans arrière-pensée. Enfin, vous savez, notre village reçoit de nombreux touristes. C'est aussi pour cela qu'il doit rester propre. Alors on nettoie tous ensemble. J'ai vraiment honte, vous savez. Je sais qu'en brûlant ces ordures, on pollue l'air ambiant. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Je n'y connais rien en matière de réduction de la pollution. Mais comme je vous le disais, je suis prête à apprendre. Et j'en appelle d'abord au gouvernement pour qu'il nous donne un endroit approprié.
Préserver ce site original, cette culture et ce mode de vie à bien des égards encore très authentique, c'est sans doute la priorité. Car avec l'agriculture et la pêche, l'autre atout majeur du lac, c'est bien sûr le tourisme. Depuis 2011, la fin de la dictature militaire et l'ouverture du pays, le flot de vacanciers étrangers ne cesse d'augmenter. Le balai incessant des bateaux remplis de voyageurs le rappelle en permanence, l'avenir du lac est aujourd'hui intimement associé au tourisme. Les statistiques évoquent le chiffre de 200 à 300 000 visiteurs par an, mais elles ne disent rien des retombées sonnantes et trébuchantes. Une certitude en revanche, c'est une aubaine pour l'économie locale dans tous les secteurs d'activité. Pas un village qui n'en bénéficie sur le lac ou sur ses berges, là où temples et marchés attirent une clientèle internationale friande de nouveaux horizons et riche en devises. Et pour beaucoup d'habitants des environs, cela a changé leur vie. Avant, je n'étais pas guide car c'était dur d'obtenir sa licence. Il fallait aller à Rangoon pendant 3 mois. Mais maintenant, j'ai ma licence car le gouvernement a créé localement un statut et une formation accélérée de guide. C'est vraiment bien. Et moi, je suis vraiment content car j'ai pu trouver un travail dans le secteur touristique. C'est bien pour le tourisme, mais on doit reconnaître que c'est bien aussi pour les gens du coin, car il ne faut pas croire que seuls les hôtels proposent du travail. Vous savez, quand les touristes viennent ici, ils n'ont pas seulement besoin d'une chambre. Ils mangent aussi dans des restaurants, et ces restaurants viennent s'approvisionner ici au marché en légumes de toutes sortes. L'argent profite à la communauté, et ça, bien sûr, c'est bon pour notre économie locale, et ça crée des emplois. Les petits paysans ou les vendeurs de bibeloterie Made in China ne sont pas les seuls bénéficiaires. L'artisanat local est lui aussi boosté par l'afflux de voyageurs. C'est particulièrement vrai pour le tissage traditionnel, dont l'activité a connu un second souffle. Au final, ce sont des centaines d'emplois qui ont été préservés ou créés. Sur le lac, on travaille encore à l'ancienne, à la maison ou en atelier. Cela assure un complément appréciable à des familles aux revenus généralement modestes. Mais revers de la médaille, l'afflux de voyageurs modifie aussi le paysage. À commencer par la publicité, qui s'invite trop souvent aux façades des maisons sur pilotis. Les promoteurs immobiliers ont eux aussi flairé la bonne affaire. Même s'il est désormais interdit d'ériger le moindre hôtel sur le lac et sur ses berges, les chantiers se multiplient à Nyangchwe, la plus grande ville du secteur. C'est le point de ralliement pour bon nombre d'agences de tourisme, un gros bourg de province qui pousse depuis 6 ans
sans plan véritablement concerté, un bourg qui enfle très vite, trop vite. C'est la loi du marché qui décidera si l'on doit continuer ou pas. Si la demande diminue, eh bien il faudra réduire l'offre. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu surdimensionné car si vous regardez les tarifs proposés par les hôtels qui viennent d'ouvrir, eh bien ils sont inférieurs à ceux que l'on pratiquait il y a 2 ou 3 ans. Ce qui ne faiblit pas, en revanche, c'est le trafic des bateaux sur le lac. Il y a maintenant près de 3000 embarcations qui le sillonnent du lever au coucher du soleil. Leurs moteurs privés de silencieux troublent en permanence la quiétude des lieux, mais pas l'optimisme des chantiers navals qui enregistrent en ce moment des carnets de commandes pleins à craquer. C'est le cas dans cet atelier qui emploie 17 ouvriers. Les mieux payés, ce sont les scieurs de planches. Les autres, les charpentiers, construisent ensuite un bateau en 4 semaines environ et personne ici ne s'inquiète vraiment pour l'avenir. Autrefois, on ne ployait pas vraiment sous les commandes. On construisait les bateaux et on les vendait ensuite. Mais aujourd'hui, des commandes, on en a plein. Et ça augmente chaque année comme ça. L'an passé, on a eu 5 commandes et on a déjà 10 bateaux de prévus pour cette année. On note vraiment un changement. Quand j'étais jeune, il y avait très peu de bateaux à moteur. Aujourd'hui, la demande est très forte parce que la population sur le lac ne cesse d'augmenter. Et si nos affaires marchent bien, c'est évidemment grâce à l'activité touristique. Les métiers d'avenir n'étant pas légion, les gamins du village profitent des vacances pour se former aux rudiments de la profession. Ici, on travaille exclusivement le teck, un bois très résistant, mais de plus en plus rare et dont les tarifs ne cessent d'augmenter pour cause de surexploitation. L'inflation, qui a fait doubler le prix des bateaux en 5 ans, n'est pas la seule ombre à planer sur le secteur. Il y a du bon et du mauvais dans ce qui arrive au lac en ce moment. Le bon, c'est que l'activité est en plein essor. Mais d'un autre côté, le lac n'est plus comme avant. Quand j'étais gosse, par exemple, le niveau de l'eau arrivait jusqu'ici. Vous voyez ? On s'amusait dans l'eau à ce niveau-là. Et puis il faut dire aussi qu'autrefois c'était vraiment beau. Le lac était beaucoup plus large, car il y avait beaucoup plus d'eau. Ce phénomène, Nueso le connaît bien. Sur son bateau, il assiste lui aussi en témoin impuissant au retrait régulier des eaux. À la belle saison, Nueso guide les touristes dans les chevaux des canaux et il leur explique alors que le mal qui ronge le lac prend naissance ailleurs. À une vingtaine de kilomètres d'ici, dans les montagnes avoisinantes, vit le peuple des Pao. Ils sont très nombreux et ils sont donc obligés de couper les arbres pour étendre leur culture et pour faire du feu car ils n'ont pas d'électricité. Comme la population augmente, ils coupent de plus en plus d'arbres et la montagne est quasiment pelée. C'est ça le problème, car rien ne retient plus les sédiments. Ce sont eux qui détruisent le lac quand ils dévalent la montagne les jours de pluie. À la saison des pluies, les eaux ici sont toutes rouges. Pratiquement la moitié de la surface du lac est rouge. Ça signifie que ces limons sont transportés par les rivières et qu'ils se déposent ensuite au fond du lac. Par conséquent, il perd régulièrement de sa profondeur et il se retire petit à petit. Sous la surface comme au-dessus, les choses changent rapidement.
Et puis aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'ambiance qu'il y avait autrefois sur le lac qui est différente, mais c'est sa survie qui est en jeu. Tous ces changements vont très vite et ça n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Le gouvernement devrait faire quelque chose très vite, sinon le lac ne sera plus qu'un ruisseau. Une étude le confirme, le lac s'embourbe. De 1935 à 2000, il a perdu près du tiers de sa superficie. La faute à la déforestation intensive et au limon, mais la faute aussi à la croissance démographique. Les paysans sont toujours plus nombreux à venir s'installer sur ces berges et les surfaces de jardins flottants s'agrandissent au même rythme, grignotant chaque année un peu plus d'espace. Alors Nueso désespère du futur de son lac, peau de chagrin. Pour lui, une chose est sûre, l'avenir de ses enfants ne s'écrira pas sur ses rives. Ma priorité pour eux, c'est l'éducation. Je ne veux pas qu'ils deviennent paysans ici. Car vous le savez, les paysans souffrent, notamment à cause des pesticides. Moi, bien sûr, je vais continuer à travailler sur le lac, mais pour eux. Pourtant, quand j'étais jeune, c'était un coin superbe ici pour vivre. C'était propre. Mais si ça continue à ce rythme, ce sera trop compliqué pour mes enfants. Donc je me concentre sur leur éducation pour qu'ils trouvent un travail dans un bureau, ailleurs. Devant la lente mais inéluctable détérioration de l'environnement, le gouvernement birman a-t-il seulement pris conscience du problème? Oui, bien sûr, répondent les autorités fraîchement installées à la tête du pays. Donnez-nous plus de temps. On n'est au pouvoir que depuis quelques mois. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'endroits qu'il convient de protéger. Le lac Inle est en réel danger, et ça je le sais évidemment, car je vis ici depuis 1972. Il faut qu'on trouve le plus d'argent possible et le plus vite possible, car je sais que le lac se détériore. Mais je vous assure que nous allons trouver des solutions, vite, très vite. Des programmes de protection de l'environnement ont déjà été engagés par l'État, mais ils restent encore très modestes. La Birmanie, qui a porté au pouvoir en mars 2016 le parti du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, manque cruellement de moyens aujourd'hui. Après des décennies de dictature et de pillage des ressources, les priorités sont ailleurs. Nous encourageons le public à créer des associations qui participeront à la sauvegarde, à la protection et à la conservation du lac Inle. Elles peuvent contrôler l'environnement et la qualité des eaux. Elles peuvent aussi s'occuper de la reforestation, car il y a tellement de choses à faire. L'ensemble de ces projets, eh bien, notre gouvernement les soutient, là, maintenant. C'est sans doute pourquoi les initiatives citoyennes ou privées restent aujourd'hui le meilleur garant pour l'avenir. L'Inle Heritage Lodge est l'une d'entre elles. Ce petit hôtel posé au milieu du lac abrite aussi un centre de formation où les élèves des environs, mais également du reste du pays, apprennent l'anglais et les métiers de l'hôtellerie. L'établissement qui cultive ses propres légumes prépare de nouvelles générations de professionnels dans une approche délibérément tournée vers la protection des traditions et de l'écosystème. Dans 10 à 15 ans, tous ces jeunes, nous l'espérons, occuperont des postes à responsabilité.
Et ils se souviendront qu'on leur a appris ici des valeurs comme le respect de l'environnement et pas seulement celui du lac Inle. Tout ça, ils pourront le répandre partout où ils iront et s'en servir dans leur vie. Dans un pays en pleine mutation, l'école parie sur la responsabilisation des jeunes. Grâce au développement du tourisme, les jeunes d'ici sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'ils ne l'étaient avant. Ils savent maintenant qu'ils doivent prendre leur destin en main. Donc ils étudient et ils se donnent à fond. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez faire mais que vous n'avez pas encore fait? Je ne suis pas devenue guide touristique encore. On part de la base avec une approche globale, car à leur âge, la plupart d'entre eux n'a jamais été en contact avec des étrangers. On le fait étape par étape, et quand ils sortent d'ici, ils ont gagné en confiance. Nos étudiants viennent de régions différentes. Ils sont de cultures, de religions et d'ethnies différentes. Il faut leur inculquer l'esprit d'équipe. Donc on met l'accent sur leur état d'esprit et leur attitude, etc. Car notre nom, c'est Inle Heritage. Et l'héritage, pour nous, ça veut dire beaucoup. Leur rôle, c'est de transmettre ces valeurs de génération en génération. Et c'est ce qu'on fait ici. Les études les plus pessimistes prédisent la disparition du lac d'ici 50 ans, si rien n'est engagé pour établir un plan de sauvegarde à grande échelle, prenant en compte tous les aspects du problème. Les plus optimistes, eux, veulent croire que l'argent du tourisme, bien utilisé, permettrait de sauver ce fragile écosystème. Les autorités provinciales ont déjà construit quelques dizaines de petits lacs de retenue des eaux d'écoulement pour limiter le ravinement des limons. Elles promettent aussi l'installation prochaine d'incinérateurs conformes aux normes de rejet des fumées dans l'atmosphère. Enfin, de leur côté, plusieurs ONG sensibilisent les paysans riverains du lac à une utilisation raisonnée des engrais et des pesticides. Le diagnostic est posé, les remèdes existent, mais désormais, le temps presse.